32. Dominer tout en feignant la soumission. La stratégie de la résistance passive. Toute tentative pour soumettre quelqu'un à votre volonté est une forme d'agression. Dans un monde où les considérations politiques sont primordiales, la forme d'agression la plus efficace est celle qui se cache derrière des apparences dociles, voire aimantes. Pour appliquer la stratégie de la résistance passive, il faut caresser l'adversaire dans le sens du poil, n'offrir aucune résistance visible. Dans les faits, vous dominez la situation. Vous restez évasif, vous paraissez désespéré, mais tout tourne autour de vous. Certaines personnes sentiront de quoi vous êtes capable et cela les mettra en colère. Ne vous inquiétez pas. Assurez-vous simplement que votre résistance soit suffisamment masquée pour que vous puissiez aisément la nier. En vous y prenant bien, l'adversaire culpabilisera de son accusation gratuite. La résistance passive est une stratégie très commune. Apprenez à vous défendre contre les nombreux agresseurs passifs qui minent votre quotidien. L'arme de la culpabilité. En décembre 1929, la poignée d'Anglais qui dirigeait l'Inde était quelque peu nerveuse. Le Parti indien du Congrès, principal mouvement indépendantiste, venait de rompre les négociations alors que l'Angleterre proposait de céder progressivement son autonomie au sous-continent. Le Congrès ne demandait rien moins que l'indépendance immédiate et totale. Pour cela, le Mahatma Gandhi avait décidé de mener une campagne de désobéissance civile afin d'entamer la lutte. Gandhi, qui avait fait ses études de droit à Londres bien des années plus tôt, avait inventé une forme de résistance passive en 1906 lorsqu'il était avocat en Afrique du Sud. En Inde, au début des années 1920, il avait déjà mené contre les Britanniques une telle campagne de désobéissance civile qui avait fait beaucoup de bruit et l'avait conduit en prison. Il était devenu l'homme le plus populaire du pays. Pour les Britanniques, ce n'était jamais facile d'avoir affaire à lui. Sous son apparence de frêle vieillard, il refusait tout compromis et savait se montrer intransigeant. Même si Gandhi croyait en la non-violence et la mettait en pratique avec la plus grande rigueur, les officiers coloniaux du Raj britannique étaient inquiets. En ces temps où l'économie anglaise était faible, ils imaginaient Gandhi en train d'organiser le boycott des produits anglais, sans parler de manifestations massives dans les rues des grandes villes indiennes. Un vrai cauchemar pour la police. L'homme en charge de la stratégie du Raj, pour combattre le mouvement indépendantiste, était le vice-roi de l'Inde, Lord Edward Irvine. Même si Irvine avait la plus grande admiration pour la personne de Gandhi, il avait décidé de réagir rapidement et fermement. Il ne pouvait se permettre de perdre le contrôle de la situation. Il attendit anxieusement de voir ce qu'allait faire le Mahatma. Les semaines s'écoulèrent, et finalement le 2 mars, il reçut une lettre de Gandhi, désarmante d'honnêteté, qui lui donnait les détails de la campagne de désobéissance civile qu'il s'apprêtait à lancer. Cette campagne s'élevait contre la taxe sur le sel. Les Britanniques avaient le monopole de la production de sel en Inde, même si concrètement, n'importe qui pouvait en ramasser sur la côte. Ils avaient imposé une taxe relativement élevée sur ce produit de base. C'était une véritable charge pour les plus pauvres du pays. Le sel était leur seul condiment. Gandhi prévoyait de conduire une marche qui rassemblerait ses partisans depuis son ashram à proximité de Bombay, Mumbai aujourd'hui, jusqu'à la ville côtière de Dandi, où il ramasserait le sel abandonné par la mer sur la plage et encouragerait tous les Indiens à faire de même. Tout cela pouvait être évité, écrivait-il à Irvine, si le vice-roi révoquait immédiatement la taxe. À la lecture de cette lettre, Irvine fut immédiatement soulagé. Il imaginait Gandhi, âgé de 60 ans, sa silhouette frêle appuyée sur une canne en bambou, à la tête de la foule hétéroclite rassemblée à son ashram.
Elle compterait moins de 80 personnes. Ils marcheraient 322 kilomètres jusqu'à la mer, où ils ramasseraient du sel dans le sable. Comparé à ce qu'Irvine et ses hommes attendaient, la manifestation paraissait ridiculement petite. Que croyaient-ils? Avaient-ils donc perdu la raison? Certains membres du Parti du Congrès eux-mêmes étaient profondément déçus par ce choix. Irvine devait de toute façon repenser sa stratégie. Cela ne servirait à rien de harceler ou d'arrêter le vieux sage et ses disciples, parmi lesquels on comptait beaucoup de femmes. Cela ferait très mauvaise impression. Mieux valait les laisser tranquilles, éviter toute réaction musclée et laisser la crise s'estomper d'elle-même. Au final, l'inefficacité de cette campagne discréditerait Gandhi et anéantirait son influence sur les foules indiennes. Les Anglais n'auraient plus besoin d'intervenir. Le mouvement d'indépendance serait divisé, ou du moins abattu, et l'Angleterre resterait en position de force sur le long terme. Tandis qu'Irvine surveillait la préparation de la marche de Gandhi, il était de plus en plus certain d'avoir choisi la bonne stratégie. Gandhi avait fait de l'événement un fait quasi religieux, comme Bouddha lors de sa marche pour atteindre la sagesse divine ou la retraite de Rama dans le Ramayana. Son vocabulaire était apocalyptique. Nous entrons dans une lutte à mort, une guerre sainte. Apparemment, cela parlait aux plus pauvres, qui commencèrent à affluer à l'ashram de Gandhi pour l'écouter parler. Il fit appel à des équipes de tournage du monde entier pour filmer la marche, comme si c'était un événement historique considérable. Irvine lui-même était un homme pieux et se considérait comme le représentant d'une nation civilisée, craignant Dieu. Cela contribuerait à consolider l'image de l'Angleterre, de laisser en paix ce saint homme qui, après tout, se contentait de marcher vers la mer. Gandhi et ses disciples quittèrent leur ashram le 12 mars 1930. Comme le groupe passait de village en village, il ne cessait de croître. Gandhi était un peu plus audacieux chaque jour. Il appela tous les étudiants indiens à quitter leurs études pour venir le rejoindre. Des milliers répondirent. Des foules considérables se rassemblaient sur son chemin pour le regarder passer. Ses discours étaient toujours plus enflammés. Visiblement, il cherchait délibérément à se faire arrêter par les Anglais. Le 6 avril, il conduisit ses disciples à la mer pour un rite de purification, puis ils ramassèrent du sel. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'Inde. Gandhi avait enfreint la loi du sel. Irvine suivit les événements avec une inquiétude croissante. Il lui apparut que Gandhi l'avait dupé. Au lieu de répondre vite et fermement à cette innocente marche vers la mer, le vice-roi avait laissé Gandhi en paix, lui permettant ainsi de gagner de l'énergie et du pouvoir. Le symbolisme religieux qu'il avait mis dans cette procession, et qui paraissait au départ inoffensif, avait en réalité attiré les masses. La question du sel était devenue le symbole du mécontentement envers les Anglais. Gandhi avait astucieusement choisi un problème dont ces derniers ignoraient l'importance, mais qui faisait vibrer tous les Indiens. Si Irvine avait réagi en arrêtant Gandhi immédiatement, le mouvement se serait effondré. Là, il était déjà trop tard. Si on l'appréhendait maintenant, cela ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Mais lui permettre de continuer seul serait une preuve de faiblesse et lui laisserait l'initiative. Des manifestations non violentes furent organisées dans toutes les villes et tous les villages d'Inde. Si les Anglais répondaient par la violence, ils s'aliéneraient les Indiens les plus modérés. Quoi que fasse Irvine, il aggraverait la situation. Il se tracassa, tint des réunions interminables, mais ne fit rien. Dans les jours suivants, la cause de Gandhi se répandit à travers le pays. Des milliers d'Indiens voyagèrent jusqu'aux côtes pour ramasser du sel, comme le vieil homme l'avait fait. Dans les grandes villes, on assista à des manifestations où l'on vendait ce sel ramassé illégalement à un prix tout symbolique. D'une manifestation non violente à l'autre,
on en vint au boycott des produits britanniques. Enfin, sous les ordres d'Irvine, les Anglais réagirent à ces manifestations. Le 4 mai, ils arrêtèrent Gandhi et le jetèrent en prison, où il demeura 9 mois sans jugement. L'arrestation de Gandhi fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Le 21 mai, un groupe de 2500 Anglais se dirigea calmement vers le Dharasana Salt Works du gouvernement, défendu par des gendarmes indiens armés et des officiers britanniques. Lorsque les marcheurs avancèrent vers l'usine, ils furent roués de coups avec des matraques de métal. Adeptes des méthodes pacifiques de Gandhi, les manifestants ne tentèrent pas de se défendre, se laissant démolir sans réagir. Ceux qui n'avaient pas été frappés continuèrent de marcher jusqu'à ce que le dernier soit à terre. Cette scène terrible fit beaucoup de bruit dans la presse. Des incidents semblables eurent lieu dans toute l'Inde et détruisirent les dernières attaches sentimentales que les Indiens avaient envers l'Angleterre. Enfin, pour stopper cette spirale, Irvine fut obligé de négocier avec Gandhi et de céder le terrain sur plusieurs questions. C'était la première fois que cela arrivait à un vice-roi d'Angleterre. Même si la chute du Raj ne devait intervenir qu'au bout de plusieurs années, la marche pour le sel représentait véritablement le début de la fin. En 1947, les Anglais quittèrent finalement l'Inde sans s'être battus. Interprétation. Gandhi était un stratège extrêmement astucieux. Son apparence frêle et son image de sage conduisaient toujours ses adversaires à le sous-estimer. La clé de toute bonne stratégie est avant tout la connaissance de son ennemi comme de soi-même. Gandhi, qui avait étudié à Londres, connaissait bien les Anglais. Il savait que c'était un peuple libéral, qui se considérait comme le détenteur d'une forte tradition de liberté politique et de manière civilisée. Cette image, bien que pleine de contradictions, comme le prouva leur comportement brutal dans certaines de leurs colonies, revêtait une grande importance pour les Anglais. En face, les Indiens avaient été humiliés par de nombreuses années de soumission à la couronne britannique. Ils n'étaient pas armés, n'avaient aucun moyen de lancer une insurrection ou une guérilla. S'ils se rebellaient dans la violence, comme d'autres colonies l'avaient fait, ils se feraient écraser par les Anglais, lesquels pourraient se justifier par leur légitime défense. Leur image de nation civilisée n'en souffrirait pas. L'usage de la non-violence, un idéal et une philosophie auxquels Gandhi était profondément attaché et qui avaient d'importantes racines en Inde, était la réponse parfaite à l'hésitation que les Anglais avaient toujours à faire usage de la force. Profondément droits et moraux, ils ne pourraient attaquer des manifestants pacifiques sans remords. Ligotés par leur sentiment de culpabilité, les Anglais seraient paralysés et peineraient à prendre l'initiative. La marche pour le sel est l'exemple parfait de l'intelligence stratégique de Gandhi. D'abord, il choisit délibérément une question que les Britanniques considéraient comme secondaire, voire risible. Il n'aurait pas l'idée de réagir par la force à un problème d'importance aussi minime. Puis, en expliquant ce problème apparemment insignifiant dans sa lettre à Irvine, Gandhi se permit de mettre en place la marche sans craindre la moindre répression. Il utilisa cette marge de manœuvre pour situer l'événement dans un contexte indien qui lui donnerait un retentissement conséquent. Le symbolisme religieux qu'il y mit avait une autre fonction. Il paralysa les Anglais, qui étaient eux-mêmes à leur façon assez pieux, et profondément gênés à l'idée de réprimer un événement religieux. Finalement, comme tout bon leader, Gandhi s'arrangea pour que la marche ait un fort retentissement médiatique et sut se servir de la presse. Lorsque cette marche prit de l'élan, il était trop tard pour l'arrêter. Gandhi avait mis le feu aux poudres et les masses étaient maintenant engagées dans le combat. Quoi que fasse Irvine, cela aggraverait les choses. Non seulement la marche pour le sel était devenue le modèle des manifestations à venir,
mais elle fut un tournant dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Comme les Anglais, beaucoup de gens sont aujourd'hui partagés lorsqu'ils ont le pouvoir et l'autorité. Ils ont besoin du pouvoir pour survivre, mais ils ont aussi besoin de croire en leur propre bonté. Dans ce contexte, l'usage de la violence fait apparaître méchant et agressif. Si l'ennemi est plus fort que vous, vous êtes son jouet et votre violence mérite une réponse violente. Le comble de la sagesse stratégique est de toucher la culpabilité qui sommeille en chacun, l'ambivalence latente, en vous donnant des allures inoffensives, voire passives. Cela désarme et abat toute défense. Si vous passez à l'action, que vous défiez l'adversaire et que vous lui résistez, faites-le moralement, dans le calme et avec droiture. S'il ne peut se contenir et répond par la violence, il culpabilisera et ruinera son image. S'il hésite, vous avez la main, et ainsi l'occasion de prendre le contrôle de toute la dynamique guerrière. Il est quasiment impossible de combattre quelqu'un qui refuse de se battre ou de résister avec agressivité. Un tel adversaire est très déstabilisant. En agissant ainsi, vous vous servez de la culpabilité comme d'une arme. Dans ce monde politique, votre résistance passive et morale paralyse l'ennemi. J'étais partisan des pétitions, des délégations et des négociations amicales. Mais tout cela a mal tourné. Je sais que ce n'est pas la manière de faire plier ce gouvernement. La sédition est devenue ma religion. Notre guerre est non violente. Mahatma Gandhi, 1869-1947. Le pouvoir passif. Au début de l'année 1820, une révolution éclata en Espagne. Quelques mois après, ce fut le tour de Naples, qui était à l'époque une cité-État appartenant à l'Empire autrichien. Forcés d'accepter les constitutions libérales composées sur le modèle de celles qui avaient été rédigées en France quelque 30 ans plus tôt, les rois des deux pays avaient des raisons d'être inquiets. Louis XVI, le roi de la Révolution, avait fini décapité en 1793. Entre-temps, les dirigeants des grandes puissances européennes, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, tremblaient à l'idée que ce radicalisme traverse les frontières. La situation n'était pas encore totalement stabilisée après la défaite de Napoléon. Tous voulaient se protéger et stopper ce vent révolutionnaire. Au milieu de ce malaise général, le tsar Alexandre Ier de Russie, 1777-1825, proposa un remède que beaucoup croyaient pire que mal. L'armée russe était la plus vaste et la plus crainte d'Europe. Alexandre Ier voulait l'envoyer en Espagne et à Naples pour écraser les deux rébellions. En échange, il exigeait que les deux souverains mettent en place des réformes libérales afin d'accorder plus de liberté à leurs citoyens, de les satisfaire et de faire passer leurs envies révolutionnaires. Pour Alexandre Ier, il ne s'agissait pas seulement d'un programme concret pour protéger les monarchies européennes. C'était aussi une vaste croisade, un rêve qu'il nourrissait depuis le tout début de son règne. C'était un homme très pieux, qui considérait le monde de façon manichéenne, en noir et blanc. Il souhaitait que les monarchies européennes se réforment et créent une sorte de fraternité chrétienne de dirigeants sages et bienveillants, avec le tsar de Russie à leur tête. Même si les puissants voyaient Alexandre Ier comme une sorte de fou, beaucoup de libéraux et de révolutionnaires en Europe voyaient en lui un ami et un protecteur, le seul dirigeant sympathisant de leur cause. La rumeur courut qu'il avait même établi des contacts avec des hommes de gauche et qu'il avait comploté avec eux. Le tsar poursuivit son idée. Il souhaitait organiser une conférence réunissant les puissances majeures d'Europe pour discuter l'avenir de l'Espagne, de Naples et de tout le continent. Le ministre des Affaires étrangères anglais, Lord Castlereagh, écrivit lettre après lettre pour tenter de le dissuader d'organiser cette rencontre. « Il n'est jamais bon de se mêler des affaires d'autrui », disait-il.
Alexandre Ier devait avant tout quitter l'Angleterre pour mettre fin aux troubles en Espagne, son allié, pendant que l'Autriche ferait de même à Naples. D'autres ministres et d'autres dirigeants lui écrivirent aussi, prônant les mêmes arguments. Il fallait absolument faire front commun contre son idée. Pourtant, un homme, le prince Clemens von Metternich, ministre des Affaires étrangères autrichien, répondit tout autre chose au tsar. C'était pour le moins choquant. Metternich était le ministre le plus puissant et le plus respecté d'Europe. C'était un homme pragmatique, un vrai réaliste qui savait prendre son temps avant d'agir ou d'impliquer l'Autriche dans une quelconque aventure. Il donnait toujours la priorité à la sécurité et à l'ordre. C'était un conservateur qui croyait en la vertu du statu quo. D'après lui, si un changement devait se faire, il devait se faire lentement. Mais Metternich était aussi une énigme, un courtisan élégant qui parlait peu, mais parvenait toujours à ses fins. Dans ce cas, non seulement il soutint Alexandre Ier pour demander une conférence, mais en outre, il parut ouvert aux autres idées du tsar. Peut-être avait-il changé d'opinion politique et effectué un virage à gauche depuis quelque temps. Dans tous les cas, il organisa lui-même la conférence au mois d'octobre de la même année, dans la ville autrichienne de Troppau, aujourd'hui en République tchèque. Alexandre Ier était aux anges. Avec Metternich à ses côtés, il était sûr d'atteindre tous ses objectifs. Lorsqu'il arriva à Troppau pour la conférence, les représentants des autres puissances présentes lui battirent carrément froid. Les Français et les Prussiens étaient distants. Castlereagh avait même refusé de venir. Se sentant un peu seul, Alexandre Ier se réjouit lorsque Metternich proposa qu'il commence par discuter en privé des idées du tsar. Pendant plusieurs jours, des heures durant, ils restèrent enfermés dans un cabinet. Le tsar ne cessait de discourir. Metternich écouta d'un air attentif, opinant du chef. Le tsar, dont les idées étaient un peu vagues, essaya d'expliquer sa vision de l'Europe du mieux qu'il put et la nécessité qu'il y avait à construire, au cours de cette conférence, une véritable unité morale entre les dirigeants. Son incapacité à exprimer des idées claires le frustra profondément. Après plusieurs jours de ces discussions, Metternich finit par avouer au tsar que lui aussi voyait une véritable menace morale s'élever en Europe. Ces révolutions païennes étaient le fléau de l'époque. L'esprit radical des révolutionnaires, l'absence complète de compromis, conduirait l'Europe à la destruction et la livrerait aux mains des forces sataniques. Lors de la conférence de Troppau, une mutinerie avait éclaté dans un régiment de garde russe. Metternich avertit le tsar que c'était là le premier symptôme d'un courant révolutionnaire qui balayerait la Russie elle-même. Dieu merci, le tsar, un pilier de piété et de moralité, n'abandonnerait pas. Alexandre Ier devait être le porte-drapeau de cette croisade contre-révolutionnaire. Metternich expliqua que c'était pour cela qu'il avait été intéressé par les idées du tsar au sujet de Naples et de l'Espagne, et qu'il les avait ainsi interprétées. Le tsar fut transporté par l'enthousiasme de Metternich. Ensemble, ils feraient front contre les radicaux. Toutefois, leur conversation n'avait nullement abouti à l'élaboration d'un plan pour une invasion russe à Naples et en Espagne. En effet, Alexandre Ier supposait que le moment n'était peut-être pas venu d'obliger les rois de ces pays à réformer leur gouvernement. Cela ne ferait qu'affaiblir les deux monarques. Pour l'instant, il fallait s'attacher à stopper le flot révolutionnaire. En réalité, le tsar se mit à se repentir de ses idées les plus libérales et l'avoua à Metternich. La conférence se conclut par une déclaration, pratiquement dictée par le tsar, constatant une communauté de vues grandioses entre les puissances. On s'accorda sur le fait que ce seraient les troupes autrichiennes et non russes qui redonneraient au roi de Naples tout son pouvoir,
puis quitteraient les lieux pour vaquer à leurs occupations. Lorsque Alexandre Ier fut retourné en Russie, Metternich lui écrivit pour le remercier d'avoir ouvert la voie. Le tsar répondit avec ferveur « Nous sommes engagés dans un combat contre le royaume de Satan. Des ambassadeurs ne peuvent suffire à accomplir cette tâche. Seuls ceux que le Seigneur a placés à la tête des peuples peuvent, avec sa bénédiction, survivre au combat contre ces forces diaboliques. » En fait, le tsar voulait aller encore plus loin. Il était revenu à l'idée de conduire son armée en Espagne pour y étouffer la révolution. Metternich lui répondit que cela ne serait pas nécessaire et que les Anglais contrôlaient la situation. Il pourrait en être question à la conférence de l'année suivante. Au début de l'année 1821, une autre révolution éclata. Cette fois dans le Piémont, seul État italien échappant au contrôle de l'Autriche. Le roi fut contraint d'abdiquer. Cette fois, Metternich accueillit avec gratitude l'intervention russe et 90 000 hommes servirent de réserve à l'armée autrichienne qui combattait dans le Piémont. La présence militaire russe à une telle proximité de leurs frontières refroidit les rebelles et leurs sympathisants en Italie, tous les hommes de gauche qui considéraient le tsar comme leur ami et protecteur. Apparemment, il ne l'était plus. L'armée autrichienne écrasa la révolution en quelques semaines. À la demande de Metternich, les Russes se retirèrent sans broncher. Le tsar était très fier de son influence croissante en Europe, mais au final, il allait dans la direction opposée à celle de ses plans de départ. Il n'était plus le combattant du progrès et de la réforme, bien au contraire. Alexandre Ier était devenu le gardien du statu quo, un conservateur sur le modèle de Metternich lui-même. Son entourage n'y comprenait plus rien. Interprétation. Le prince de Metternich fut peut-être le praticien le plus efficace de l'histoire de la résistance passive. Certains diplomates l'ont cru prudent, voire faible, mais à la fin, comme par magie, il obtenait toujours ce qu'il voulait. La clé de son succès fut sa capacité à masquer son agression, au point qu'elle soit invisible. Metternich veillait toujours à bien prendre la mesure de son adversaire. Dans le cas du tsar Alexandre Ier, il avait affaire à un homme gouverné par ses émotions et sujet à des sautes d'humeur totalement incompréhensibles. Mais le tsar, derrière son discours chrétien moralisateur, était aussi agressif à sa façon, et ambitieux. Il brûlait de conduire une croisade. Pour Metternich, il était aussi dangereux que Napoléon avait pu l'être. Sous prétexte de rendre service à l'Europe, un tel homme était capable de faire aller et venir ses troupes à travers tout le continent, semant la panique et le chaos. L'idée d'entraver le chemin de la puissante armée d'Alexandre Ier aurait été totalement suicidaire. Mais Metternich, rusé, savait que, s'il essayait de persuader le tsar qu'il avait tort, il nourrirait ses angoisses et le renforcerait dans ses opinions de gauche, le poussant ainsi à prendre seul des initiatives dangereuses. Au contraire, il fallait le materner comme un enfant en canalisant ses énergies vers la droite pour une campagne de résistance passive. La partie passive était facile. Metternich se présenta comme quelqu'un de docile, totalement en accord avec des idées dont il était pourtant à 1000 lieues. Il accepta par exemple la proposition d'un congrès, même s'il y était personnellement opposé. Puis, lors de ses discussions privées avec le tsar à Tropo, il commença par se contenter d'écouter, puis d'approuver avec enthousiasme. Le tsar croyait-il en la démonstration de l'unité morale? Metternich aussi, même si ses propres politiques avaient toujours été plus pratiques que morales. C'était un maître de la réelle politique. Il flattait le caractère du tsar, sa ferveur et sa piété par exemple, dont il se méfiait pourtant. Il encouragea le tsar à continuer dans cette voie.
Une fois qu'il eut totalement désarmé Alexandre Ier et détourné ses soupçons, Metternich passa parallèlement à la partie agressive de son plan. À Troppau, il s'activa en coulisses pour isoler le tsar des autres puissances, afin que le dirigeant russe soit totalement dépendant de lui. Ensuite, il eut l'idée brillante d'organiser ces longues heures de réunions privées, au cours desquelles il glissa subtilement au tsar l'idée que la révolution est beaucoup plus dangereuse que le statu quo, et il fit de la croisade chrétienne radicale russe une attaque contre le libéralisme lui-même. Enfin, il imita l'énergie d'Alexandre Ier, ses humeurs, sa ferveur, et jusqu'à son vocabulaire. Il parvint à le pousser à envoyer des hommes pour écraser la rébellion qui se soulevait dans le Piémont. Cela marqua publiquement la tendance conservatrice d'Alexandre Ier et lui aliéna tous les libéraux d'Europe. Dès lors, il ne pourrait plus discourir en se prétendant vaguement de gauche. Il était passé à l'action et avait ainsi révélé ses opinions. Le triomphe de Metternich était complet. Même si le terme de résistance passive est négativement connoté pour beaucoup d'entre nous, une stratégie consciente de résistance passive offre un pouvoir invisible et très puissant pour manipuler les gens et mener des guerres personnelles. Comme Metternich, vous devez opérer sur deux fronts à la fois. À l'extérieur, vous êtes agréable, apparemment d'accord avec tout le monde, plein d'enthousiasme et de bonne volonté, vous adaptant autant que Protet lui-même. Attention, les gens sont aussi décidés que pervers. Si vous vous opposez à eux frontalement ou essayez de changer leurs idées, il y a de fortes chances pour que vous n'obteniez que l'effet inverse. En vous montrant passif et docile, votre interlocuteur n'a pas d'ennemi contre lequel se battre, rien contre quoi résister. Suivez le courant de son énergie. Vous gagnerez le pouvoir de le canaliser et de le diriger dans la direction de votre choix. C'est comme de canaliser une rivière plutôt que d'essayer de l'endiguer. Entre-temps, la part agressive de votre stratégie prend forme, tandis que vous persuadez doucement les gens de changer d'idée avec une énergie qui les poussera à agir en votre faveur. Leur incapacité à comprendre ce que vous faites vous permet de comploter en coulisses, de vérifier leurs progrès, de les isoler des autres et de les pousser à des actes dangereux qui les rendront dépendants de vous. Ils croient que vous êtes leur allié. Derrière des apparences plaisantes, dociles, voire faibles, vous tirez les ficelles. Le véritable succès de la politique de Metternich, ce fut de liquider le libéralisme russe et de réussir une sorte de domination sur le rival le plus dangereux de l'Autriche, en faisant feinte de se soumettre à lui. Henry Kissinger, A World Restored, 1957. Les clés de la guerre. Nous autres humains avons une capacité de raisonnement limitée. Ces limites sont à l'origine de problèmes infinis. Lorsqu'on analyse des événements qui nous sont arrivés ou des personnes que l'on a rencontrées, on a tendance à opter pour l'interprétation la plus simple, la plus facile à concevoir. Telle relation est bonne ou mauvaise, telle personne gentille ou méchante, ses intentions viles ou nobles. Un événement est positif ou négatif, bénéfique ou néfaste. Nous sommes heureux ou malheureux. En réalité, rien dans la vie n'est aussi simple. Chaque individu a forcément des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses. Ses intentions, lorsqu'il accomplit quelque chose, peuvent nous être simultanément et profitables et dommageables. Même l'événement le plus positif comporte un revers. Et l'on se sent souvent à la fois triste et heureux. Bien sûr, il est plus facile d'appréhender les choses de façon manichéenne, mais cela ne reflète pas la réalité. Nous restons donc dans l'erreur, sur un malentendu constant. Il nous serait beaucoup plus bénéfique d'être plus nuancés, plus fins dans nos jugements des gens comme des faits. Cette tendance à voir le monde en noir et blanc explique l'efficacité démoniaque de la stratégie de la résistance passive.
C'est pourquoi de nombreuses personnes l'utilisent, consciemment ou non. Par définition, ceux qui pratiquent cette stratégie sont à la fois passifs et agressifs. De l'extérieur, ils sont doux, amicaux, obéissants, parfois aimants. Parallèlement, ils complotent contre vous et vous nuisent. Leurs agressions sont souvent très subtiles, se résumant à de petits actes de sabotage, des remarques faites pour vous déstabiliser. Mais ces agressions sont aussi parfois ouvertement dangereuses. Quand on est victime de ce genre de comportement, il nous est difficile de saisir à la fois les deux facettes en jeu. Bien sûr, il est aisé de comprendre que quelqu'un soit agréable un jour et détestable le lendemain. On dira de lui qu'il est simplement lunatique. Mais être bon et méchant tout à la fois, c'est au-delà de notre entendement. Nous tendons à prendre pour argent comptant les apparences passives. On s'attache facilement à quelqu'un d'agréable, qui n'est visiblement pas menaçant. Et si l'on remarque que quelque chose ne tourne pas rond, que cette personne tellement amicale se révèle hostile, nous tombons des nues. Cette confusion permet à l'agresseur passif de manipuler sa cible sans effort. Il existe deux types de résistance passive. Le premier est celui de la stratégie consciente, telle qu'elle fut pratiquée par Metternich. Le second type relève d'un comportement semi-conscient ou inconscient dont les gens se servent en permanence pour les problèmes plus ou moins importants du quotidien. Vous serez peut-être tenté de négliger ce second type d'agresseur passif qui ne semble pas réaliser les conséquences de son comportement ou qui paraît incapable de s'arrêter. Méfiez-vous. Les gens savent souvent mieux ce qu'ils font que vous ne l'imaginez, et vous risquez de vous faire piéger par des dehors inoffensifs et chaleureux. Nous sommes généralement trop indulgents avec ce genre de personnes. Pour mettre consciemment en pratique cette stratégie de résistance passive, vous devez vous concentrer sur l'image que vous donnez de vous à vos ennemis. Le plus important est qu'ils ne puissent jamais déceler les idées menaçantes que vous avez derrière la tête. En 1802, l'île d'Haïti est une possession française, divisée par une révolte des esclaves noirs sous la conduite de Toussaint Louverture. Cette année-là, une armée envoyée par Napoléon pour écraser la rébellion parvint à s'emparer de Toussaint Louverture et à le mettre dans un bateau pour la France, où il mourrait finalement en prison. Parmi les généraux les plus décorés de Toussaint Louverture se trouvait Jean-Jacques Dessalines, qui s'était rendu français et qui désormais servait dans leur armée. Il les aida à prendre les isolats de révoltés et sut se faire apprécier d'eux. Mais tout cela n'était qu'une vaste tromperie. Alors que Dessalines écrasait ce qu'il restait de la rébellion, il eut l'occasion de mettre la main sur des armes qu'il volait aux Français et qu'il mit de côté jusqu'à constituer une artillerie assez importante. Il rassembla et entraîna une nouvelle armée rebelle dans les campagnes reculées où ses missions le conduisaient. Puis, choisissant le moment où la fièvre jaune décimait l'armée française, il reprit les hostilités. En quelques années, il battit les Français et libéra Haïti de l'emprise coloniale une fois pour toutes. La résistance passive, telle qu'elle fut pratiquée par Dessalines, est très ancienne en stratégie militaire. C'est ce que l'on appelle la fausse capitulation. À la guerre, l'ennemi ne doit jamais pouvoir lire dans vos pensées. L'image que vous offrez est la seule prise qu'il a sur vous. Les signaux que vous émettez sont son seul moyen de déchiffrer ce que vous avez en tête et prévoyez. En outre, la capitulation d'une armée est en général suivie d'un flot d'émotions où tout le monde baisse sa garde. Le vainqueur garde un œil sur les troupes vaincues, mais épuisé par l'effort que cette victoire lui a coûté, il est tenté de se laisser un peu aller. Un bon stratège choisit donc parfois la fausse capitulation et annonce qu'il est battu, physiquement et psychologiquement. Dans l'incapacité de décrypter les pensées du vaincu, l'ennemi prend cette soumission pour argent comptant. Cette fausse capitulation laisse ainsi tout loisir pour comploter de nouvelles hostilités.
À la guerre comme dans la vie, la stratégie de la fausse capitulation repose sur une parfaite apparence de soumission. Dessalines n'a pas seulement capitulé, il est allé jusqu'à passer dans le camp ennemi. C'est ainsi que vous devez procéder pour que la stratégie fonctionne. Mettez en exergue vos faiblesses, votre morale écrasée, votre désir de paix. Vous jouez sur les émotions pour détourner l'attention. Vous devez être bon acteur. Le moindre signe d'ambiguïté et tout l'effet en est ruiné. En 1940, le président Franklin D. Roosevelt se trouva face à un dilemme. Il approchait de la fin de son second mandat, et jamais dans l'histoire politique des États-Unis, un président américain ne s'était présenté 3 fois. Mais Roosevelt avait encore beaucoup de choses à accomplir. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe était embourbée dans une guerre qui finirait certainement par concerner les États-Unis. Sur place, le pays traversait une période difficile, et Roosevelt avait en tête des programmes pour y remédier. Mais s'il révélait son désir de faire un 3e mandat, il s'attirerait les foudres de tous, même au sein de son propre parti. On l'avait déjà accusé d'avoir des tendances dictatoriales. Roosevelt décida donc d'utiliser une stratégie de résistance passive pour obtenir ce qu'il voulait. Au cours des mois précédant la Convention démocrate, pendant lesquels les membres du parti s'apprêtaient à choisir leur candidat à la présidentielle, Roosevelt répéta constamment qu'il n'était pas intéressé par un 3e mandat. Il encouragea activement les membres de son parti à trouver un candidat pour le remplacer. Mais il surveillait aussi son langage, de façon à ne jamais dire ouvertement qu'il ne poserait pas sa candidature. Il poussa suffisamment de candidats à la nomination pour qu'il n'y ait aucun favori. Ainsi, à l'ouverture de la Convention, Roosevelt se retira et son absence fut largement remarquée. Sans lui, la cérémonie n'avait pas grand intérêt. On lui rapporta que des militants se mirent à scander son nom pour le faire venir. Il se fit désirer un moment, puis leur fit passer un message par son ami, le sénateur Alben Barkley. Le président n'a jamais eu, et n'a pas aujourd'hui le désir ou le projet de rester président, de se porter candidat, ou d'être nommé par la Convention démocrate. Il y eut un temps de silence. Puis le sol se mit à trembler et tous les délégués scandèrent « On veut Roosevelt !» Le tapage dura 1 heure. Le lendemain, alors qu'il fallait voter, ils se remirent à clamer « Roosevelt !» On ajouta le nom du président à la liste des candidats et il remporta une victoire écrasante dès le premier tour. Il ne faut jamais laisser paraître votre avidité de pouvoir, de richesse ou de célébrité. Même si votre ambition vous conduit au plus haut sommet, si vous avez les dents trop longues, vous ne serez pas apprécié, et cela finira par vous porter préjudice. Mieux vaut masquer les manœuvres qui vous mènent au pouvoir, comme si on vous l'avait donné sans que vous l'ayez demandé. La meilleure forme d'agression est de paraître passif afin que les autres viennent à vous. Dans une stratégie de résistance passive, les menus actes de sabotage subtils font merveille, dans la mesure où ils sont camouflés par une façade amicale et avenante. C'est ainsi que le réalisateur Alfred Hitchcock contourna David O. Selznick, le producteur un peu trop intrusif qui modifiait le script à sa guise et venait sur le plateau pour s'assurer que les choses se déroulaient comme il le voulait. Lorsque cela arrivait, Hitchcock s'arrangeait pour que la caméra soit en panne, ou pour tourner sans film. Lorsque Selznick visionnait les scènes, il était trop tard, et un nouveau tournage aurait été beaucoup trop cher et compliqué à mettre en place. Le réalisateur faisait toujours de grandes démonstrations d'amitié à Selznick et tombait des nues si la caméra ne fonctionnait pas, ou si elle n'avait rien enregistré. La résistance passive est très répandue au quotidien. Vous devez savoir la manier, mais aussi vous en défendre. Servez-vous-en par tous les moyens. Elle est trop efficace pour que vous la négligiez. Mais il faut apprendre à gérer ces agresseurs passifs semi-conscients qui vous entourent
et mesurez de quoi ils sont capables avant qu'ils ne vous pourrissent la vie. Il est indispensable de savoir vous défendre contre ce type d'attaque biaisée. D'abord, vous devez comprendre pourquoi la résistance passive est omniprésente. Dans le monde d'aujourd'hui, l'expression d'une critique directe ou d'un sentiment négatif à l'égard d'une personne proche est très mal vue. Les gens ont tendance à prendre la moindre critique de façon personnelle. En outre, l'on fuit et l'on évite à tout prix toute forme de conflit. La pression sociale est énorme. Il faut être aimé et plaire au plus grand nombre. Pourtant, les pulsions agressives, les sentiments négatifs et les pensées critiques font partie de la nature humaine. Face à l'interdiction d'exprimer ouvertement leurs sentiments, dans la crainte d'être méjugés, de plus en plus de gens ont recours à une sorte de résistance passive constante, cachée juste sous la surface. La plupart du temps, leur comportement demeure relativement inoffensif. Ils sont toujours en retard, ou bien ils lancent des flatteries masquant une remarque perfide, ou encore ils proposent leur aide mais ne vont jamais jusqu'au bout. Mieux vaut ignorer ces tactiques relativement courantes. Elles doivent vous glisser dessus sans vous atteindre, car cela fait partie de la vie moderne. Vous avez d'autres chats à fouetter. Cependant, il existe des versions plus fortes et plus dangereuses de la résistance passive, des actes de sabotage qui peuvent réellement vous faire du mal. Il s'agit par exemple d'un collègue très chaleureux qui dit dans votre dos des choses pouvant vous nuire. Ou alors, vous faites confiance à quelqu'un qui pénètre votre intimité et vous vole des objets de valeur. C'est aussi parfois un employé qui se charge d'une mission importante, mais qui s'avère totalement incompétent. Ces personnes sont dangereuses et excellent à éviter toutes les accusations qui leur sont faites. Leur modus operandi est de ne surtout pas dévoiler l'auteur de l'agression. Ce n'est jamais de leur faute. Ils se donnent le rôle du spectateur innocent, impuissant, victime malgré lui de toute une dynamique. Ce refus d'endosser la responsabilité de leurs actes est troublant. Vous vous doutez bien qu'ils ont fait quelque chose, mais vous ne pouvez le prouver. Ou pire, s'ils sont très doués, vous culpabilisez de les avoir accusés. Et si, à bout de nerfs, vous explosez, vous en payez le prix. Ils souligneront votre réponse dure et agressive, démesurée, et détourneront votre attention des manœuvres de résistance passive qui vous ont préalablement mis en colère. La culpabilité que vous ressentez est le signe même du pouvoir qu'ils ont gagné sur vous. D'ailleurs, c'est par la force des émotions qu'ils soulèvent que l'on reconnaît la dangerosité d'un agresseur passif. Ce n'est pas un ennui mineur, mais un grand trouble, une paranoïa, un sentiment de pleine colère et d'insécurité. Pour combattre les agresseurs passifs, vous devez avant tout travailler sur vous-même. Sachez identifier cette façon qu'ils ont de détourner la culpabilité. Bannissez-la de vous. Ces personnes sont souvent doucereuses et flatteuses, vous attirent dans leur toile en usant de vos failles. C'est souvent votre propre faiblesse qui vous fait entrer dans une dynamique de résistance passive. Sachez-le. Ensuite, une fois que vous avez réalisé avoir face à vous quelqu'un de dangereux, la meilleure chose à faire est de vous retirer, de sortir cette personne de votre vie, ou du moins de ne pas vous emporter, ni de faire scandale. Tout cela ne ferait que jouer en sa faveur. Restez calme. Si vous êtes engagé dans une relation que vous ne pouvez rompre avec un tel partenaire, la seule solution est de manœuvrer en sorte qu'il soit suffisamment à l'aise pour exprimer tout sentiment négatif. Encouragez-le à parler. Ce n'est pas forcément facile à faire au début, mais cela calmera son besoin de se montrer sournois. Il est beaucoup plus facile de gérer une critique directe qu'un sabotage voilé. L'Espagnol Hernando Cortés comptait dans l'armée qu'il avait emmenée au Mexique de nombreux agresseurs passifs. Ces hommes avaient fait mine d'accepter de lui obéir, mais le trahissaient en secret. Cortés ne les a jamais directement affrontés, ne les a jamais accusés,
ne s'est jamais emporté. Il a pris le temps d'identifier ces individus, de savoir de quoi ils étaient capables. Il a ensuite combattu le mal par le mal, restant amical, mais travaillant en coulisses à les isoler et à les pousser à bout afin qu'ils se révèlent. Face à une résistance passive, la stratégie la plus efficace est souvent de se montrer aussi subtil et fourbe que l'agresseur afin de neutraliser son pouvoir. C'est également efficace avec les moins dangereux, ceux qui sont perpétuellement en retard par exemple. Imitez-les et ils se rendront peut-être compte que leur comportement est insupportable. Dans tous les cas, ne laissez jamais à un agresseur passif le temps ni l'espace d'agir. S'il parvient à s'enraciner, il trouvera vos points faibles, les ficelles pour vous ligoter. Votre meilleure défense est d'être attentif à toute forme de résistance passive autour de vous et de vous garder libre de son influence insidieuse. Image, la rivière. Elle coule avec beaucoup de force et, en temps de crue, déborde et crée de terribles inondations. Si vous construisez un barrage, vous ne faites que refouler son énergie et augmenter le risque. Déviez plutôt son cours, canalisez-la et utilisez la puissance de son flot. Autorité. Comme le goutte à goutte use le roc, le faible et le mou viennent à bout du dur et du solide. Sun Ai-chen, The Wiles of War, 36 Military Strategies from Ancient China, 1991. A contrario, l'opposé de la résistance passive est la passivité agressive. Vous présentez une apparence hostile, tout en restant intérieurement calme et immobile. Cette stratégie n'a qu'un but d'intimidation. Vous savez que vous êtes plus faible que votre adversaire et tentez de le décourager en présentant une façade impressionnante. Effrayé par cette apparence, il ne pourra croire que vous n'avez aucune mauvaise intention. En général, pour masquer votre stratégie, il est très efficace de vous présenter comme l'exact opposé de ce que vous êtes et de ce que vous voulez.